Je voulais déjà, oui, voilà, vous remercier de cette invitation et de m'avoir proposé de participer à ce couvre-feu. Je suis très contente de pouvoir présenter un petit peu l'Alliance française et puis de pouvoir échanger avec les étudiants de l'Université de Grenoble. Comme vous l'avez très bien noté en introduction, donc moi je suis directrice de l'Alliance française de Pristina au Kosovo dans les Balkans depuis 5 ans, depuis 2018. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu tout d'abord mon parcours et puis ensuite ce qu'est une alliance française et plus précisément ce qu'on fait nous à Pristina et puis les différents types de métiers qu'on peut pouvoir exercer dans une alliance. Alors, je vais juste vous partager ma présentation. Voilà, alors je pense que du coup, là, ça devrait être bon. Euh, Donc, je vais passer assez rapidement sur mon parcours, qui, vous allez voir, je pense, c'est peut-être un petit peu différent du type de parcours que peuvent avoir les étudiants de l'Université de Grenoble, puisque moi, j'ai pas fait de formation en fait, je suis arrivée autrement à l'Alliance française. J'ai commencé, donc j'ai passé une bac en 2010 et j'ai enchaîné avec une classe prépa littéraire et une licence d'anglais. Donc je pense que c'est ce qui m'a un petit peu donné mon goût pour les langues, donné ce côté un petit peu littéraire et linguistique qui est nécessaire quand on travaille dans une alliance française. Et ensuite, pour mon master, j'ai un petit peu changé et je suis passée par les relations internationales. Donc je suis allée étudier en Autriche et en Italie. Et finalement, c'est ce qui m'a amené vers le Kosovo et ce qui m'a amené aux fonctions que j'exerce actuellement. Euh, pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai commencé par faire pas mal de stages, parce qu'en fait, comme je pense beaucoup de domaines de formation, malheureusement, les relations internationales, c'est un domaine qui, au début de votre carrière professionnelle, est un petit peu compliqué. Il faut faire beaucoup de stages. Il y a malheureusement beaucoup de stages qui sont à l'étranger et qui n'ont pas la même réglementation qu'en France, donc qui vont être pas rémunérés ou peu rémunérés. J'ai commencé alors à Vienne à l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et puis ensuite, j'ai continué, j'ai travaillé à la fois pour des représentations diplomatiques, pour des ONG qui travaillaient dans le domaine de la résolution de conflits. Et en 2017, je suis arrivée au Kosovo avec l'OSCE. Donc OSCE, ça veut dire Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et en fait, c'est une organisation qui, au Kosovo, travaille beaucoup sur la démocratisation et les droits de l'homme. Et donc, les droits de l'homme, c'est un sens très, très large, c'est-à-dire qu'on va autant travailler sur le respect des droits fondamentaux que sur, en fait, tout ce qui va avoir lieu, problématique de la langue, problématique de l'éducation. Et en fait, ça m'a permis de bien me familiariser avec tout le contexte autour de la société civile, autour du fonctionnement de l'administration, des enjeux dans le domaine de l'éducation au Kosovo. Et c'est ce qui m'a permis, après, justement, de me tourner vers l'Alliance française. J'ai commencé à l'Alliance française assez tôt dans ma carrière. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance que le poste de directrice à Pristina soit un poste qui était à l'époque un poste de volontariat international en administration. Donc un VIA, c'est-à-dire, je pense que enfin, vous devez connaître, c'est un contrat court de 2 ans et c'est réservé à des personnes qui ont moins de 28 ans. Donc c'est souvent un premier contrat professionnel. C'est assez rare en direction d'alliance d'avoir des VIA. Moi, au moment où je suis arrivée, c'était le seul en Europe. Là, on a requalifié le poste, donc c'est plus le cas. Mais vous pouvez avoir, il y a quand même beaucoup de VIA qui sont dans le domaine du feu, notamment vous pouvez avoir des fonctions de chargé de mission pédagogique, de responsable pédagogique. Vous pouvez avoir des missions qui sont plus culturelles, mais qui sont toujours mixées un petit peu avec le feu, puisque c'est quand même le cœur de métier d'une alliance française. Donc j'ai fait ces 2 ans de volontariat, c'est maximum 2 ans, et ensuite, comme je souhaitais rester et puis que j'avais le soutien de ma hiérarchie,
Je suis passée en poste de contractuel recruté sur place, ce qui m'a permis de rester 3 ans de plus. Donc là, j'arrive un petit peu à la limite. Pour ne rien vous cacher, je quitte mon poste à la fin de la semaine, donc c'est vraiment la toute fin de mon contrat. Mais ça aura été 5 années extrêmement, extrêmement formatrices. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi en vous présentant de manière plus détaillée le réseau des Alliances françaises. Donc, le réseau Alliance française, qu'est-ce que c'est? L'Alliance française, c'est quelque chose qui a été créé à la fin du 19e siècle euh, et qui aujourd'hui rassemble à peu près 800 ONG locales. Donc, c'est vraiment un très, très, très gros réseau. Et ce réseau, il a été créé avec 2 missions principales. La première est de promouvoir l'enseignement de la langue française et la deuxième, de promouvoir les échanges culturels avec la France et les pays francophones. Donc en fait, entre un pays non francophone où l'Alliance française est implantée et les autres pays où on parle français. Donc plus de 800 ONG locales, c'est un réseau qui est vraiment immense et qui est aussi extrêmement riche et varié. Donc là, vous voyez un petit peu sur la carte qui est en haut à droite, vous avez une petite idée de la répartition géographique des alliances. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a beaucoup de pays où il y a énormément d'alliances françaises. Donc c'est assez facile de voir sur la carte, par exemple, Madagascar ou l'Australie. Vous voyez, vous avez plein de petits points rouges. Nous, au Kosovo, on est tout seul, mais c'est plus l'exception que la règle. Et c'est aussi parce qu'on est un petit pays. Ce qui fait un petit peu la spécificité du réseau, c'est le fait que justement, ce soit des ONG locales, donc ça veut dire que chaque alliance française est une structure indépendante. Il y a une fondation à Paris, boulevard Raspail, qui s'appelle la Fondation des Alliances françaises, qui a pour charge en fait un peu de coordonner ce réseau-là, de donner à une association le droit de s'appeler Alliance française ou au contraire de le retirer, de faire en sorte que ce réseau puisse, puisse vivre, que les alliances puissent échanger entre elles, etc. Mais ce sont vraiment des alliances qui sont implantées localement. Donc c'est différent du fonctionnement, par exemple, de l'Institut français, qui est beaucoup plus directement lié aux ambassades et au ministère des Affaires étrangères. C'est différent aussi du fonctionnement d'autres types de centres de langue, d'autres types de centres de langue et de coopération à l'étranger que peuvent avoir d'autres pays comme les instituts Goethe ou les instituts Cervantes, par exemple. Et ça veut dire qu'on a aussi une gouvernance qui est assez particulière, puisque la plupart des alliances ont été fondées par des personnes du pays dans lequel elles se trouvent. Dans le cas du Kosovo, par exemple, nous, on a été fondés par des professeurs de français de l'université de Pristina, qui est la capitale. Et pour le mode de gouvernance, on a un conseil d'administration local avec un président, avec 3 membres qui sont élus par une assemblée générale et qui vont voter le budget, qui vont voter les principales orientations stratégiques de l'Alliance, par exemple. Donc c'est assez particulier. Et on a quand même une coopération extrêmement étroite avec le ministère des Affaires étrangères français. Donc concrètement, quand on est à l'étranger, le premier représentant du ministère des Affaires étrangères français, c'est l'ambassade de France. Et plus particulièrement dans notre cas, ça va être le SCAC, qui est le service de coopération et d'action culturelle, et qui est vraiment le premier interlocuteur d'une alliance française, qui donne en général une subvention annuelle, et puis on coopère et on se concerte pour avoir des actions les plus pertinentes possibles, et puis aussi que chacun puisse se concentrer un petit peu sur son cœur de métier. Il y a évidemment beaucoup d'autres acteurs avec qui on coopère. Je pense par exemple aux écoles françaises lorsqu'il y en a. Il y a les départements de français des universités. Mais on travaille aussi avec le ministère des Affaires étrangères du Kosovo, etc. etc. Voilà. Ce que je vous disais par rapport à la taille du réseau aussi, c'est que donc non seulement vous allez avoir des situations dans lesquelles vous avez soit beaucoup d'alliances dans un pays, soit au contraire une seule, mais aussi que en fait, le réseau est tellement grand que finalement les alliances françaises sont toutes des réalités extrêmement différentes les unes des autres.
C'est-à-dire qu'on va avoir des alliances françaises de très très grande taille. Je pense par exemple à l'Alliance française de New York ou à l'Alliance française de Bangkok, qui vont avoir des milliers d'inscriptions par an. Et puis on va avoir, à contrario, des alliances françaises qui sont toutes petites, qui par exemple vont donner des cours de français mais vont pas avoir de locaux propres, ou qui ne donnent carrément pas de cours de français. C'est le cas par exemple de l'Alliance française du Touquet dans le nord de la France, qui est une alliance non enseignante et qui remplit ses missions en notamment soutenant les autres alliances françaises dans la formation de leurs professeurs. Donc, par exemple, je sais qu'il leur arrive de donner des bourses de formation à des professeurs d'Alliance française qui vont se former à l'Alliance française de Paris. Donc, c'est beaucoup de réalités très, très différentes, beaucoup de contrats locaux aussi, qui font que voilà, là, ça, tout peut vraiment changer d'une alliance française à une autre. Alors moi, maintenant, je vais vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, nous, à Pristina. Mais évidemment, vous pouvez avoir des réalités complètement différentes si vous allez voir, je sais pas, une alliance française au Brésil ou une alliance française à Madagascar, par exemple. Donc au Kosovo, nous, je dirais qu'on est une alliance de taille moyenne. On n'est pas la plus grosse alliance de la région. On n'est pas non plus la plus petite. On a environ 500 inscriptions en cours de français chaque année. Et on est centre d'examen. On propose 8 examens de français, donc à tous les niveaux du DELF-DALF, y compris le junior et le prime. On propose toutes les déclinaisons du TCF. Et on propose le DFP, le diplôme de français professionnel, uniquement dans sa déclinaison français des relations internationales. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans quelques minutes. Et on a bien évidemment un espace Campus France, donc pour que les étudiants de l'Alliance viennent se renseigner sur les possibilités d'études en France. Et une médiathèque que vous voyez sur la petite photo à côté. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des différents types de publics qu'on a. Nous, notre cours le plus classique qu'on offre à l'Alliance française, c'est un cours tout simplement de français général adulte. Donc là, pour vous donner une idée, en ce moment, on travaille avec le manuel Alter Ego. On est en train d'essayer de changer parce qu'il est plus tout jeune, mais c'est vraiment voilà, un cours de français général pour des personnes qui souhaitent apprendre la langue en général, soit pour leurs études, soit parce que elles se préparent à une mobilité dans un pays francophone. Donc, c'est pas forcément la France, c'est aussi pas mal la Belgique et la Suisse. Mais voilà, je dirais que c'est notre produit de cours le plus vendu en ce moment. Ensuite, on travaille beaucoup avec des programmes en coopération avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec le ministère kosovar des Affaires étrangères et avec l'ambassade de France sur la formation des fonctionnaires. Et dans ce cadre-là, on propose des cours plus FOSS de français des relations internationales, avec l'objectif en fait de former des fonctionnaires qui vont être capables de représenter le Kosovo en français à l'étranger. Donc ça veut dire dans des ambassades de pays francophones, mais ça veut aussi dire dans des organisations internationales comme l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, etc., etc. Donc là, pour le coup, c'est une vraie coopération en fait avec l'ambassade et avec un vrai objectif stratégique derrière en fait, qui est de développer le plus possible le français dans les cercles diplomatiques. On a évidemment quelques cours de français pour les enfants. Ça, il faut savoir que c'est en général quelque chose qui marche très bien dans les alliances françaises. Chez nous, pas du tout. Chez nous, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de cours adultes. Mais c'est vrai que dans les autres AF de la région, les cours enfants, c'est vraiment ce qui fait bouger la F et ce qui draine la F. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les petites diversités de situations qu'on peut avoir entre différentes alliances françaises. Et un dernier type de cours qu'on donne sont des cours de langue locale. Donc ça fait directement référence en fait aux missions de l'Alliance que je vous présentais tout à l'heure, qui sont à la fois de promouvoir l'enseignement du français, ça c'est une chose, mais aussi de
dire, de favoriser les échanges culturels. Donc ça va dans les deux sens. Ça va pas forcément que de la France vers le pays où on se trouve, mais également dans le sens inverse. Donc nous, on donne des cours de serbe et d'albanais, qui sont les deux langues officielles au Kosovo. Donc voilà un petit peu pour le type de public qu'on a, notre type d'activité aussi. Et vraiment, ça, c'est un exemple. Et il peut y avoir des types de cours très, très différents avec d'autres alliances françaises. C'est ça qui est intéressant de voir, justement, que les situations sont pas du tout les mêmes. Par exemple, on avait une discussion avec des alliances françaises en Espagne qui ont réussi à mettre en place des cours en comodalité et qui sont assez justement avancés sur ce sujet. Alors que pour d'autres, bah, les cours en ligne, c'est absolument pas, même semi en ligne, c'est absolument pas intéressant parce que ça intéresse pas du tout le public. Les gens en ont un peu marre après la pandémie et le cours en ligne est retombé en fait. Donc on peut avoir des situations assez différentes. Je vous présente rapidement quelques métiers possibles en Alliance française, sachant que moi, ce que je retiens de mes 5 ans d'expérience et qui, je pense, est valable pour beaucoup, beaucoup d'alliances, c'est que ce sont justement souvent des petites structures, que ce sont des ONG, même si elles sont subventionnées par l'ambassade, etc. Et en fait, ça fait qu'on a énormément besoin d'être polyvalent. Et que toutes les personnes qui travaillent en Alliance française vont être un petit peu des personnes qui sont touche à tout, qui vont avoir leur fonction générale, mais qui vont aussi toucher un peu à la communication, toucher au marketing, toucher à l'événementiel. Et je pense que c'est vraiment une richesse, et surtout en début de carrière, parce que ça permet de développer des compétences dans plusieurs domaines différents, en fait, et pas forcément uniquement dans le feu. Et je ne suis pas sûre que ce soit possible dans beaucoup de structures, mais en tout cas en Alliance française, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse des postes en Alliance française. Donc je vais commencer par les fonctions de directrice, qui sont celles que je connais le mieux. Déjà, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est d'avoir une double hiérarchie. Il y a le conseil d'administration, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est compétent pour prendre toutes les grandes décisions de l'Alliance française. Et dans mon cas à moi, il y a aussi l'ambassade de France, parce que je suis sous contrat avec le ministère des Affaires étrangères. Donc ça veut dire que mon supérieur hiérarchique est directement situé à l'ambassade. Donc il y a un petit peu ce double jeu-là qui se passe de manière plutôt fluide, qui peut être compliqué quand les deux acteurs ont des intérêts différents. Moi j'ai de la chance, c'est pas le cas. Et pour ce qui est des fonctions plus, plus précises, en fait, c'est déjà avoir la responsabilité d'une structure. Donc, ça veut dire qu'on a un petit peu de gestion de projet, un petit peu d'administratif, pas mal de développement commercial aussi, d'essayer de voir quels sont nos types de publics, comment est-ce qu'on pourrait toucher d'autres personnes, est-ce qu'il faut développer des nouveaux produits de cours, est-ce qu'il faut proposer de nouveaux types d'événements, etc., etc. Ce que j'ai pas noté, parce que moi, je n'en fais pas parce que j'ai pas de formation feu, mais beaucoup de mes collègues directrices et directeurs en font, c'est évidemment le fait de donner des cours. Encore une fois, on en revient, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que c'est très. Ça dit beaucoup en fait de la réalité des alliances françaises, mais c'est des petites structures où tout le monde fait un peu de tout. Et il y a beaucoup d'alliances où les directeurs vont être aussi enseignants, ou alors où le directeur va être à la fois directeur, responsable pédagogique. Enfin, il y a beaucoup de situations comme ça. Et je dirais que le fait que moi, je n'ai pas de formation en FLE et que je ne donne pas trop de français, c'est plus atypique. C'est pas forcément le profil de base. Un autre type de profil qui, je pense, pourrait aussi vous intéresser, c'est le profil de responsable pédagogique. Donc, concrètement, ça va être la personne qui va gérer l'équipe de professeurs, qui va les encadrer, qui va les constater, répartir des cours, répartir des emplois du temps, etc.
Et surtout aussi, c'est la personne qui va définir les programmes de cours. Donc, ça peut être à la fois tout simplement faire les progressions d'un manuel, ça peut être aussi décider de changer de manuel et du coup encadrer des classes pilotes. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, en ce moment après Pristina. Ça peut être aussi définir un nouveau type de classe et du coup essayer de comprendre quels sont les besoins des élèves, quels sont les objectifs d'apprentissage, comment est-ce qu'on va s'organiser, etc. Et j'insiste encore sur le touche à tout, mais il y a aussi évidemment un côté de participation à la stratégie de communication et de marketing. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de ce type de poste-là, en fait. C'est le fait de vous dire, bon, ben, je vais continuer à travailler dans le domaine dans lequel j'ai étudié à l'université. Et en même temps, ben, je vais pouvoir essayer plein de choses nouvelles auxquelles j'aurais pas forcément pu accéder avant parce qu'on m'aurait dit, bon, ben, t'as pas de diplôme dans ce domaine-là ou t'as pas d'expérience, ou voilà, et ça va vous permettre d'ouvrir des portes un petit peu différentes plus tard. Après, il y a bien évidemment le métier d'enseignant FLE que j'ai pas noté parce que je pense que c'est celui qui paraît le plus évident et puis que vous connaissez sûrement le mieux aussi. Et une fois que vous aurez peut-être un petit peu plus d'expérience, il y a aussi beaucoup de postes qui proposent, par exemple, d'être, alors j'ai plus le mot exact en tête, mais qui proposent d'être organisateur d'examens d'ELF, par exemple, d'organiser des sessions, etc. Tout ça, nous, par exemple, nous, on n'en a pas appris chez nous parce qu'on est une petite alliance et qu'on a environ 70 candidats aux examens par an, donc c'est pas la peine d'avoir quelqu'un à plein temps là-dessus. Mais ça peut être le cas dans des gros réseaux, par exemple en Chine ou peut-être aux États-Unis. Voilà. Donc voilà, donc c'était un petit peu succinct, on a touché à pas mal de sujets, etc. Mais j'espère que ça vous aura permis de vous faire une petite idée de ce que c'est qu'une alliance française et puis de ce qu'on peut y faire derrière. Voilà. C'est intéressant, intéressant. Ah, alors, je n'entends pas du tout la personne qui parle. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Est-ce que je peux parler ou il faut que... Anne-Sophie, vous nous entendez toujours? Ouais, là c'est bon. Mais ça vient juste de revenir. Oui? J'aurais une question, moi. Oui. Anne-Sophie, est-ce que ça vous a donné envie, cette expérience? Est-ce que ça vous a donné envie d'enseigner le FLE? Ou est-ce que vous avez peut-être enseigné le FLE? Alors, j'ai pas enseigné le FLE parce que justement, je trouve qu'il y a des personnes dont c'est le métier qui le feraient beaucoup mieux que moi. Et, euh, et je suis, enfin, en tout cas, en Alliance française, on voit parfois un petit peu passer ce type de profil de Français qui se disent tiens, j'habite à l'étranger et je parle français, donc pourquoi je ne deviendrais pas professeur mais sans forcément avoir de formation derrière. Et je trouve sincèrement que voilà, c'est un vrai métier, c'est pas simple, et que c'est pas justement parce que on parle bien français qu'on va être un super prof de français, bien au contraire. Donc je me suis posé la question un petit peu au début de peut-être voir si je pouvais faire certaines formations, demander un petit peu à mes collègues de m'encadrer un petit peu là-dessus. Et
Et finalement, en fait, ça a été plus un manque de temps qu'autre chose. Mais c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu essayer de tenter. Mais c'est vrai que les fonctions de directrice, c'est déjà bien prenantes, en fait. Et j'ai pas forcément eu le temps derrière d'approfondir, mais si j'avais plus de temps, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire. Beaucoup. Des questions? J'en ai encore une s'il n'y en a pas. Sur les langues, quand on travaille à l'étranger, est-ce qu'il faut nécessairement parler la langue locale? Est-ce que vous avez appris la langue du pays? Comment vous vous débrouillez tous les jours? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable? Alors, je pense que ça dépend énormément du pays dans lequel on habite. Euh, je pense qu'il y a des pays dans lesquels c'est indispensable, quasiment indispensable de parler la langue du pays et d'autres non. Ici au Kosovo, la langue qui est parlée par la majorité de la population dans la capitale, c'est l'albanais. Euh, Moi, je l'ai appris, je le parle correctement, enfin, avec des fautes, mais correctement. Je pense que c'est toujours un bon signe, en fait, quand on habite à l'étranger, d'apprendre la langue du pays. C'est aussi une marque, pour moi, c'est aussi une marque de respect par rapport aux personnes du pays dans lequel on est, de montrer que voilà, on fait l'effort. Après, concrètement, au Kosovo, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Euh, et je pense les gens sont beaucoup habitués à ce que pas mal d'institutions fassent leur communication en anglais. Ce qui fait que on n'a pas forcément besoin de parler la langue du pays. D'autant plus que à l'Alliance française, il y a quand même beaucoup de collègues qui sont du Kosovo et qui du coup peuvent nous assister dans des réunions locales, etc. Enfin, ça se fait soit en anglais, soit en français albanais avec des traducteurs. Donc c'est pas un besoin, mais je pense que ça aide beaucoup. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'alliances françaises dans les pays où les langues sont beaucoup apprises, par exemple les pays hispanophones, les pays anglophones, les pays germanophones, où ils vont tendance à chercher plutôt des gens qui parlent déjà bien la langue du pays. Et après, quand on va avoir des langues un peu plus rares, entre guillemets, ils vont être plus tolérants d'une communication qui passe soit par de la traduction, soit par de l'anglais. En fait. Mais en tout cas, moi, dans mon travail de tous les jours, j'aurais pu très bien m'en sortir sans parler la langue. Merci beaucoup. Je vois qu'on a quelques questions en ligne. Oui. Merci Anne-Sophie. Je relaye les questions qui sont dans le chat en ligne. Il y a une question de Véronique qui demande s'il est possible d'obtenir un stage d'enseignant dans une alliance française en ne possédant qu'un DU de FLE. Et j'en profite pour moi prolonger sa question. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots du recrutement du coup pour des stagiaires et du recrutement pour les enseignants? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il est tout à fait possible d'obtenir un stage en alliance française avec un DU de feu. Nous, on a eu plusieurs profils. On a eu des gens qui étaient en cours de master. On a eu des personnes qui avaient le DAE-FLE, le diplôme de l'Alliance française de Paris. On a eu des profils assez différents. À mon avis, il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on recherche en général, c'est que la personne ait une forme d'études universitaires en FLE. Le niveau n'est pas forcément le plus important. Et on apprécie toujours que la personne ait eu une petite expérience d'enseignement. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Là, par exemple, on a quelqu'un en stage chez nous qui n'avait pas vraiment donné de cours de FLE avant. Mais c'est quelque chose qu'on apprécie toujours, et encore une fois, pas forcément à l'étranger, parce que c'est pas forcément toujours faisable, mais même quelque chose que vous auriez pu faire en France. Pour ce qui est du recrutement des enseignants, je pense que ça varie énormément
selon les alliances françaises, en fait. Moi, j'aurais tendance à dire que les plus grosses alliances françaises vont plus facilement recruter des enseignants de l'étranger, je veux dire, parce que nous, ce qui se passe, par exemple, chez nous, c'est que nos enseignants sont en contrat de vacation, ce qui veut dire qu'on n'est pas capable, en fait, de garantir un minimum d'heures par mois. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est forcément moins attractif pour des gens qui vont se déplacer dans le pays pour venir spécialement pour ce type de contrat. Donc, c'est vrai qu'on recrute des expatriés plutôt pour des postes, par exemple, de direction, de responsable pédagogique. Mais je sais qu'il y a d'autres alliances, notamment. Alors, moi, j'avais entendu parler d'alliances en Chine, mais bon, c'est juste parce que j'avais entendu parler de celle-là, mais il y en a sûrement plein d'autres, qui recrutent des professeurs de l'étranger sur des contrats avec un nombre d'heures prédéfini chaque mois. C'est un peu pour ça, si vous voulez, que j'ai insisté sur vraiment la différence de situation, parce que parfois, quand on ne connaît pas, on a tendance à se dire Alliance française, c'est un gros truc, etc. Et en fait, ça dépend vraiment, vraiment des alliances. Oui, une seconde question. Oui. Un petit éclairage, est-ce que vous pourriez expliciter la différence qu'il y a entre une alliance française et un institut français? Oui, bien sûr. Je crois qu'après, vous avez aussi un intervenant de l'Institut français qui aura peut-être quelque chose à dire dessus aussi. Mais je dirais que la différence principale pour moi, c'est une différence de statut et de gouvernance. Parce que l'Alliance française, c'est une ONG locale, donc nous, on est une ONG kosovare. Et un institut français, c'est ce qu'on appelle un établissement autonome financièrement, c'est-à-dire qu'il n'a pas le même budget, il n'est pas sur une ligne de budget de l'ambassade, il a son propre budget, mais c'est quand même quelque chose qui dépend de l'ambassade. Et donc, en général, le directeur de l'Institut français, c'est aussi le COCAC. Le COCAC, c'est le conseiller de coopération et d'action culturelle. Donc, en gros, c'est le chef du service culturel de l'ambassade de France. Donc, c'est vraiment très, très entremêlé, en fait. C'est quasiment un institut français, c'est quasiment une branche d'une ambassade, finalement. Les alliances françaises, elles se rapprochent beaucoup, beaucoup des ambassades. Et notamment, nous, au Kosovo, on travaille en très, très étroite coopération avec l'ambassade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'institut français et parce que on est la seule alliance du pays. C'est un petit pays. Mais voilà, pour moi, c'est principalement d'abord une différence de statut et de gouvernance. Et ensuite, le fait, souvent, les instituts français vont aussi avoir plus de moyens en fait qu'une alliance française, et du coup, ils vont plus être présents que certaines alliances sur l'action culturelle. Ils vont être aussi plus politiques dans leur action. Ils vont peut-être avoir plus d'interaction avec le ministère de l'Éducation, par exemple, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je pense que le prochain intervenant aura peut-être des choses différentes à dire et ce sera intéressant de comparer. Une dernière question très, très courte. Est-ce que l'Alliance française est en partenariat avec l'université? Alors, nous, dans notre cas, on n'a pas de partenariat officiel. On travaille beaucoup avec le département de langue et littérature française, parce qu'il n'y a pas de module, enfin, il y a des modules de FLE dans le cadre de ce département-là, mais il n'y a pas de formation FLE proprement dite. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec eux? On a une stagiaire à l'Alliance qui va aller donner des cours chez eux de temps en temps. On va avoir des promotions sur les cours de français et sur les diplômes d'ALF pour les étudiants de ce département-là, par exemple. Mais on n'a pas d'accord de partenariat à proprement parler. Ça peut être le cas d'autres alliances françaises qui peuvent être situées directement dans une université, par exemple.
Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour vos réponses. Je vous propose qu'on s'arrête là pour la matinée. On va vous laisser vous reposer, manger, et on vous retrouve ici à 13h25 pour l'après-midi. Il y a encore plein de présentations passionnantes qui nous attendent. Donc, restez avec nous, revenez, et on vous souhaite bon appétit et une bonne pause reposante. Et merci encore, Anne-Sophie. Merci à vous.